Alors il y a les Polonais qui eux sont beaucoup plus visibles, c'est la grande migration connue, reconnue parce que de catholiques, parce que de tradition d'un lien entre la France et la Pologne. Donc, et là, l'accueil des Polonais, donc, alors là aussi, avec des chiffres variables, disons qu'on tournerait autour de 8000 à peu près Polonais, donc forme ce qu'on appelle la grande émigration. Ça, c'est le terme qui est employé en Pologne. Et ces Polonais, donc, on a des images, des discours donc, sur l'accueil qui leur a été fait. Donc ça constitue cette importance, pas massive, mais enfin de cette présence donc, des exilés dans le premier 19e siècle. La rupture, le grand moment de rupture bien sûr, c'est la Révolution de 48, 48 donc qui va, la Révolution qui n'est pas née hein, à Paris et qui serait diffusée, bon ça c'est une autre question, mais qui embrase vraiment à peu près toute l'Europe à ce moment-là, et qui va donc, dans le cadre du Printemps des peuples, entraîner des mouvements de population, c'est-à-dire des retours déjà de ces émigrés qui étaient en exil vers leur pays, mais surtout la répression de ce mouvement hein, va entraîner à partir de 49 jusque dans les années 50 hein, de grands mouvements qui vont donc pousser des populations, et des populations là plus nombreuses, avec moins de grandes personnalités, vers l'extérieur, et qui vont aussi, pour la première fois, être un moment où on va se poser la question de savoir qui est un réfugié, qui est un migrant. Puisque au même moment commencent à se développer donc, de grandes migrations, des mouvements de masse, à l'intérieur de l'Europe et vers les États-Unis. Donc là, on verra que cette question, qui est toujours essentielle, hein, qui est de distinguer celui qui est un réfugié politique de celui qui ne l'est pas, on la voit tout à fait naître à ce moment-là. Alors dans la seconde partie du 19e siècle, finalement, on a encore les échos, j'allais dire, de ces répressions, et puis quelques nouveaux mouvements politiques, militants qui naissent, soit sur une temporalité très courte, hein, comme la Commune, hein, qui évidemment va provoquer à nouveau des départs, des expulsions, et aussi tout un imaginaire hein, du réfugié. Et puis, à la fin du siècle, les anarchistes peu nombreux, mais qui vont évidemment susciter aussi la mise en place de législation pour empêcher en quelque sorte que ces anarchistes s'infiltrent hein, dans les populations migrantes. Et toute la législation ou les débats hein, qui ont lieu autour de la présence de populations juives en Angleterre notamment, voire aux États-Unis, l'arrivée donc de ces populations, tourne autour en grande partie de cette question de l'infiltration de populations anarchistes dans ces migrants qui fuient également, évidemment, pas seulement la misère, mais qui fuient aussi toute la politique de pogrom hein, qui est mise en place, donc qui est une politique religieuse aussi. Donc là, il y a les trois éléments, le religieux, le politique, l'économique, donc qui se mêlent, et des populations qui en plus ont des modes de vie tout à fait différents, hein, qui là aussi donc, sont beaucoup plus visibles dans l'espace que ne pouvaient l'être peut-être d'autres migrants. Donc on a cette entité de migrants venus donc de pays en construction, hein, alors on va leur donner le nom d'Italiens, d'Allemands, mais enfin bon, ce sont des gens souvent qui se situent eux-mêmes finalement plutôt badois, prussiens, piémontais. Bon, on va là aussi avec une géographie, mais bon, on fait à peu près la même chose maintenant finalement en intitulant les gens les étiquetant, soit par leur confession religieuse, soit par des origines qui sont, genre les Kurdes, bon voilà, c'est aussi une entité transnationale qui est souvent mal, on ne demande pas aux gens comment vraiment ils s'intitulent eux-mêmes. Donc on a toutes ces vagues, alors ces vagues plus ou moins donc, successives, qui constituent donc la population donc, de ces réfugiés. Alors pour les gouvernements, et c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup, de voir la réaction des gouvernements, que ce soit les gouvernements des pays qu'ils quittent, des gouvernements qui les accueillent, ces populations posent problème.
Alors, elle pose problème, pas tant tellement pour les pays de départ, même si, finalement, et ça c'est l'historien qui s'est un peu occupé de cette question, qui s'appelle Klaus Bade, qui a pointé cette question, c'est que finalement, les pauvres sont généralement les plus remuants. Donc, finalement, réussir à faire partir des populations, des couches des plus inférieures, comme on pourrait dire, c'est aussi finalement se débarrasser de populations remuantes, de populations dangereuses. Donc, finalement, on va faciliter souvent le départ de ces populations donc, vers l'étranger. Ne pas finalement mettre de barrières, de frontières à leur départ, les encourager. Et Klaus Bade parle en fait quelque sorte d'une soupape économique, démographique, mais aussi politique. Donc finalement, même pour les gouvernements de départ, la question de ce lien d'économie et du politique, elle est toujours finalement assez clairement posée. Pour les gouvernements d'accueil, il est évident que là se pose une autre question qui est celle de qu'est-ce qu'on en fait, comment les accueillir, quelle politique d'asile mettre en place. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dès le 19e siècle, dès les années 1830 surtout, on va se poser la question de questions qui sont toujours d'actualité, qui sont celles de l'assistance, comment on les assiste, puisque évidemment ce sont généralement des gens qui ont tout perdu, qui ont des besoins, dont il faut gérer finalement l'existence, et puis comment les contrôler. Donc on va voir donc des politiques qui souvent finalement sont très contradictoires, c'est-à-dire qui à la fois vont se prévaloir d'une hospitalité, vont mettre en avant finalement une certaine vitrine de l'hospitalité, mais qui aussi donc vont voir ces migrants, ces réfugiés, comme une menace. Alors, si je prends le cas de la France, qui est vraiment tout à fait particulier, il y a une politique de secours qui se met en place, et si on la regarde bien, cette politique de secours, de bienfaisance, c'est un petit peu la même politique politique de charité chrétienne, c'est-à-dire finalement ce sont des pauvres, donc il faut les aider, ce sont des nécessiteux, et le gouvernement français va débloquer des fonds assez importants. On compte que pendant la marche de juillet, il y a à peu près 20 millions de francs qui sont débloqués donc, pour ces besoins, et on va leur accorder des subsides, des pensions qui pour certains qui vont vivre très vieux, vont finalement quand même être une ressource, et qui vont d'ailleurs être discutées comme étant une charge aussi pour le gouvernement français. Donc, une volonté quand même d'accueil, d'aide, qui passe aussi par l'aide, par exemple pour les Polonais, à la formation, c'est-à-dire de leur permettre de rentrer gratuitement dans les écoles, les universités, favoriser donc, j'allais dire, une forme d'intégration, même si pour ces populations, il ne s'agit pas de rester de façon durable, mais elles vont souvent le faire. Donc, il y a ce volet plutôt, on pourrait voir plutôt de façon favorable, de l'accueil. Mais ça me paraît tout à fait normal, j'allais dire, dans ce type de politique. Il y a aussi évidemment un autre volet qui est celui du contrôle. Alors comment contrôler des populations ? Il y a deux moyens qui apparemment sont contradictoires. C'est-à-dire qu'il faut à la fois les disperser, pour les empêcher en quelque sorte d'être un noyau de population trop importante, mais en même temps, si on les disperse, on les contrôle moins bien, donc il faut aussi les regrouper. Donc on a finalement deux aspects d'une politique qui est la même, mais qui se présente différemment. Alors comment est-ce qu'on va résoudre, j'allais dire, cette question à ce moment-là, dans les années 1830 ? On va la résoudre par la création de ce qu'on a appelé des dépôts d'internement. C'est-à-dire que donc on va regrouper ces migrants, pas par nationalité, mais malgré tout, cela aboutit souvent quand même à ce qu'il y ait une nationalité qui soit plus représentée dans un dépôt. Et on va donc mettre ces dépôts en province. L'idée, c'est évidemment toujours de préserver la capitale, avec la possibilité d'ailleurs pour, bien sûr, ceux qui n'ont pas besoin de secours, puisque c'est évidemment, ça s'adresse surtout à ceux qui ont des besoins et qui font des demandes, bien sûr pour ceux qui ont les moyens, la possibilité de s'installer librement, j'allais dire, où ils veulent, et surtout à Paris.
Donc il y a aussi une dissociation sociale qui très vite se met en place. Donc des dépôts d'internement qu'on va donc disperser sur le territoire, et surtout sur le territoire, loin des frontières, et loin des frontières qui sont soit des frontières voisines du pays de départ, soit qui seraient sur le chemin, j'allais dire, de la migration. Donc on va éviter de mettre des Polonais, même si la Pologne est loin du côté de Strasbourg, et surtout on ne mettra pas d'Espagnols dans la région du sud-ouest de la France. Donc on va avoir des dépôts d'internement qui vont surtout se mettre en place dans des régions tranquilles, dans des régions rurales, ce qui évidemment pose aussi la question pour ces populations de la possibilité pour eux de trouver un emploi. Voilà, question qu'on retrouve finalement, voilà. Donc la région centre par exemple actuellement, donc la région de la Bretagne aussi, sont des régions où on va mettre en place bon nombre de ces dépôts. Ce qui fait que ces populations sont relativement éloignées en quelque sorte de centres, j'allais dire, professionnels, intellectuels, qui pourraient donc les aider, leur permettre d'avoir une activité professionnelle donc en dehors de ces situations finalement de secours et de relative oisiveté pourrait-on dire. En plus, on voit bien que ces questions de dépôt d'internement ne prennent pas en compte une situation familiale, c'est-à-dire qu'on les voit essentiellement comme des situations masculines hein, et non comme des situations donc voilà, de famille qui pourraient partir, voire même de couple. Donc on les éloigne des frontières, on les met dans ces dépôts, on va d'ailleurs créer aussi des emplois, hein, on va créer des chantiers par rapport à certains de ces dépôts pour qu'ils puissent trouver donc, des emplois, et on a toute une littérature donc, qui montre bien la volonté, les stratégies aussi si vous, pour ces gens de quitter ces dépôts, hein, ou de changer de dépôt parce qu'ils y sont mal, parce qu'ils ne peuvent pas, absolument pas donc trouver donc les moyens, d'autres moyens donc de vivre.